Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. En seulement 10 minutes, vous savez si vous êtes testé positif ou non à la Covid-19. C'est le temps record que réalise une unité de production de 10 000 tests antigènes par jour. Le Premier ministre a visité ce centre de diagnostic rapide installé au Vitib de Grand-Bassam. Patrick Kachi encourage à se faire vacciner pour se protéger et protéger les autres contre cette maladie mortelle. 20 milliards de francs CFA pour la transformation de l'ANACAD à Boundiali. C'est l'investissement que va réaliser un groupe Mirati. Un complexe agro-industriel sera construit pour faire de cette ville un pôle agro-économique. C'est un projet porté par la ministre Mayatou Kone, maire de la commune, qui a donné la bonne nouvelle aux populations. Clap de fin pour le FESPACO. Burkina Faso, rideau sur cette 27e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Plus de 200 films projetés, dont une dizaine en compétition pour le Grand Prix. Les Talons d'or du Yenanga revient à La femme du fossoyeur, un film du réalisateur Kader Ahmed de la Somalie. Et puis une délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies au Mali depuis ce samedi après-midi. Une visite officielle qui s'inscrit dans le cadre des consultations régulières entre le gouvernement malien et l'ONU, une mission onusienne, alors que Bamako n'écarte pas l'idée d'une diversification de ses partenaires internationaux. La vie ne lui a pas fait de cadeau. De son Dajiré natal à la capitale Grébéko, en passant par ses années études à Namado, que de difficultés vécues. Les obstacles, les malices de ses propres parents n'ont pas réussi à arrêter le parcours de celui qui va triompher avec gloire. Pourtant, Bossagnon était une graine à qui l'on a refusé toute germination. Mais c'était sans compter avec sa ferme volonté de faire mentir l'histoire qui semblait préécrite par certains. C'est un roman qui appelle à cultiver des valeurs, qui interpelle et prévient le lecteur. Derrière tous les grands succès se trouve muré dans un silence parfois assourdissant des douleurs inimaginables. Le triomphe de l'outsider. Bonsoir, Ismaël Dali. Bonsoir, Monsieur Kolo Koulibaly. Alors, vous êtes l'auteur de ce roman et l'invité de la page culture. Si on convoquait les philosophes de la fatalité, ils nous diront très certainement que l'histoire de Bossagnon était prévue, c'était son destin, c'est ce qui devait lui arriver. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette pensée fataliste? Je dirais que oui. Oui, parce que la vie elle-même a laissé les choses se dérouler. Bossagnon lui-même est resté positif devant cette évolution-là. Et à la fin, je crois que la vie et les choses lui ont donné raison. Oui, on rétablit Bossagnon. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure, le temps de regarder l'actualité en une trentaine de minutes et on vous retrouve, Ismaël Dali. Okay. Et on parle de la lutte contre la Covid-19, une usine de production de 10 000 tests antigènes par jour à Grand-Bassam. Le Premier ministre Patrick Kachi a visité ce centre de diagnostic rapide installé au Vitib. C'est le fruit d'un partenariat public-privé avec la coopération allemande. Alexis Ouedraogo. Le dépistage rapide, l'une des clés pour contrer la Covid-19. Plus vite l'on est dépisté, plus rapide est la rupture de la chaîne de transmission. Depuis plusieurs semaines, en partenariat avec des biologistes ivoiriens, l'entreprise allemande Slabor produit des tests rapides au Vitib. Des tests antigènes permettant en l'espace de 10 minutes de savoir si le sujet testé est atteint de la Covid ou non. Jeudi, le Premier ministre était sur ce site de production. Les gens croient qu'ils ont un palu, ils traitent un palu, ils attendent 3, 4, 5 jours, le palu ne guérit toujours pas, puis ils vont maintenant faire un test PCR. Au moment où ils le font, ils se rendent compte que la maladie a tellement évolué que les possibilités de guérison deviennent très faibles. Et beaucoup justement de cas de létalité, en dehors des causes de morbidité, sont dus à un diagnostic tardif de la maladie. Donc le test antigène a cet avantage, et vous venez le voir tout de suite, puisque moi-même j'ai fait le test, qu'en l'espace de 10 minutes, il vous permet d'écarter du diagnostic de la corona. Fruit d'un partenariat public-privé, l'entreprise produit 10 000 tests jour pour répondre aux besoins des pays africains, avec à la clé le transfert de compétences à la jeunesse ivoirienne. On a commandé 1 500 000 tests pour lesquels ce laboratoire particulier va fournir 1 million de tests. Mais au-delà, bien sûr, il crée des emplois. Vous avez vu toutes ces personnes qui travaillent là. Donc pour nous, c'est le développement, je dirais, de l'industrie pharmaceutique qui est un des secteurs clés, prioritaires, stratégiques dans la vision 2030 du président de la République et qui figure également dans le plan de développement 2021-2025.
Autre étape, la production prochaine de vaccins sur place. Avec déjà cette première étape de production de tests antigènes, ça montre que l'écosystème ivoirien permet d'attirer des investissements directs étrangers extrêmement importants dans des secteurs de pointe d'industrie pharmaceutique et crée donc les conditions pour avancer à la prochaine étape qui est la production de vaccins et sur lequel nous sommes en train de travailler avec le ministre de la Santé. Les tests rapides produits peuvent être utilisés partout, notamment dans les régions rurales avec une infrastructure réduite. Autant de mesures pour se protéger contre la pandémie, la Covid-19 qui appelle à rester vigilant. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce samedi 26 nouveaux cas de Covid-19, 38 guéris et 1 décès. La Côte d'Ivoire compte donc 61 178 cas confirmés, dont 59 745 personnes guéries et 670 décès. 747 cas actifs. Au total, 3 023 756 doses administrées contre la Covid-19. Et on n'oublie pas aussi de se faire vacciner contre cette maladie. Attention, le temps n'est pas également clément ces derniers jours. Les pluies diluviennes ont fait des victimes. 2 écoliers disparus emportés par les eaux de ruissellement au quartier Kimi dans la commune de Yopougon. Miss Belmont Dogo, la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, a apporté le soutien du gouvernement aux parents des victimes. Aujourd'hui, en fin d'après-midi, la délégation s'est ensuite rendue sur les lieux du drame. Les 2 élèves n'ont toujours pas été retrouvés malgré les efforts des sapeurs-pompiers et des hommes de bonne volonté. Selon les parents, les recherches se poursuivent. On va parler à présent de développement. Un groupe émirati était dans la Bagoué. Ce groupe entend investir 20 milliards de francs CFA dans la transformation de l'Anacad. Ce fonds servira à construire un complexe agro-industriel pour faire de Boundiali un pôle économique de la région. C'est un projet porté par la ministre Mariatou Kone, maire de la commune de Boundiali. C'est elle qui a annoncé la bonne nouvelle aux populations. Ami Sissoko. Boundiali, un complexe agro-industriel bâti sur une superficie de 10 hectares dans le village communal de Tombougou-Samoroso, sortira de terre bientôt. Il vise à mettre un accent particulier sur la transformation de l'Anacad en Côte d'Ivoire. C'est la bonne nouvelle qui a été portée aux populations de la commune de Boundiali par la ministre Mariatou Kone, maire de la capitale de la région de la Bagoué. Un rêve devenu réalité pour ses administrés. Une usine, c'est la garantie de pouvoir vendre sa production pour les agriculteurs. C'est une plus-value pour les commerçants. C'est vraiment aussi des impôts pour la mairie. 20 milliards de francs CFA, c'est le montant qui sera investi dans la construction de cet important complexe agro-industriel. Pour Abdoul Jaber, le président de cet important groupe émirati spécialisé dans le développement de projets agricoles, cet investissement est avant tout une contribution au développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Nous allons créer des emplois pour la jeunesse, pour développer réellement un centre économique ici qui sera reconnu au niveau national par Abidjan comme étant une zone très dynamique dans le développement des familles de villageois et plus globalement de la région. Je voudrais vraiment dire grand merci pour l'opportunité que vous nous offrez pour sortir jeunes et femmes du chômage et également l'opportunité que vous nous donnez pour donner le sourire aux producteurs d'Anacad de la commune de Boundiali, mais également de la région de la Bagoué. Avec plus de 900 000 tonnes en 2021, la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial d'Anacad. Elle ne transforme que 15 à 20% de sa production. Le futur complexe agro-industriel de la Bagoué va sûrement générer plusieurs emplois et accroître le taux de transformation.
Ce développement industriel de l'agriculture pourra aider également dans la lutte contre l'insécurité alimentaire qui préoccupe l'UEMOA. L'organisation sous-régionale veut déclencher une transformation structurelle du secteur agricole en vue d'une prise en charge durable des questions liées à la faim et à la pauvreté. L'Union a placé le développement de l'agriculture au cœur de son cadre d'action prioritaire 2021-2025. La 10e réunion du comité de haut niveau sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle de l'UEMOA tenue au Niger. Dangui et Dramé Lamine sont nos envoyés spéciaux à Niamey. Le nombre de populations dans l'insécurité alimentaire dans la sous-région est en hausse continuelle, selon les termes mêmes des participants de la 10e réunion du comité de haut niveau sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle de l'UEMOA, tenue à Niamey au Niger. En cause, les effets conjugués des crises sécuritaires, sanitaires et du changement climatique avec son cortège de sécheresse et d'inondations. Devant les risques d'insécurité alimentaire auxquels les populations sont exposées, les experts sont unanimes. L'heure de changer de méthode de culture agricole a sonné. Un des grands problèmes, c'est la question de la mobilisation de l'eau, en particulier dans la zone sahélienne. C'est vrai qu'on a un potentiel de terres irrigables, mais elles sont insuffisamment exploitées à raison justement de la capacité des États à mobiliser l'eau. Le défi pour nous, comment nous pourrions mettre en place les conditions pour que notre souveraineté alimentaire en Afrique de l'Ouest puisse être assurée. Développement de l'agriculture, l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA en a fait une priorité dans son nouvel outil dénommé Cadre d'action prioritaire 2021-2025. Nous allons essayer de tracer les voies et moyens pour une politique agricole, une politique de développement rural de long terme, durable, qui sera apte à impulser une croissance durable, qui sera capable de donner plus d'emplois aussi bien au monde rural, mais de façon générale donner de l'emploi aux populations de nos sous-régions. Après les travaux de la 10e réunion du comité de haut niveau sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle, les participants ont été reçus en audience par le président de la République du Niger, Mohamed Bazoum. Au menu des échanges, la question de la solidarité des États membres de l'UEMOA pour une prise en charge efficace des problèmes de sécurité alimentaire et nutritionnelle. C'était un reportage de Dangui et Dramé Lamine à Niamey au Niger sur la sécurité alimentaire. Les journalistes aussi jouent un rôle important dans la prise en charge de ces questions. Ils étaient 26 en formation à Grand Bassam sur les concepts et faits économiques. Cette session a pour objectif d'améliorer le niveau de compréhension de ces professionnels de l'information sur certaines thématiques de l'actualité économique. C'était aussi le lieu de créer un cadre de franche collaboration entre le ministère de l'économie et les hommes des médias. On en parle avec Cheikh Koné. Les grands principes de la macroéconomie, la loi de l'offre et de la demande, l'inflation, le tableau des opérations financières de l'État, la balance des paiements, bref, tous les concepts généraux de l'économie et leur nomenclature nationale ont été abordés au cours de cette session de formation. Une approche interactive saluée à juste titre. Quand nous disons par exemple le résultat ou bien quand nous entendons le résultat net des économistes et que nous disons à la population, donc à nos lecteurs et à nos téléspectateurs bénéfices, ils comprennent. Mais encore faut-il que nous-mêmes nous sachions exactement comment est structuré, comment on arrive à ce résultat net, comment on conçoit ce résultat net de sorte que nous soyons parfaitement à l'aise à parler des sujets que nous comprenons nous-mêmes et que nous pouvons simplifier à l'intention de la population. Je pense que le ministère de l'économie et des finances a eu le nœud creux, n'est-ce pas, d'organiser ce séminaire qui va, je le pense, renforcer les capacités de l'ensemble des journalistes. Ils sont 26 au total, les praticiens de l'information économique à prendre part à cette première session. Pour le ministère en charge de l'économie et des finances, initiateur de ce programme, l'objectif est d'approfondir les analyses des données et performances économiques ivoiriennes en vue de mieux informer les populations. Cette formation se veut un condensé d'informations qui permettent à chaque utilisateur d'appréhender les résultats des actions entreprises par le gouvernement depuis quelques années. C'est de pouvoir nouer un partenariat avec les journalistes économiques afin de pouvoir partager fondamentalement avec eux la vraie information sur l'économie ivoirienne pour que les performances réalisées ainsi que les faiblesses, ils puissent en rendre compte
Et c'est le retour au niveau des populations qui permet au gouvernement d'élaborer les bonnes politiques. Ces auditeurs bénéficieront d'une série de formations qui débouchera à terme sur la mise sur pied des réseaux de journalistes économiques outillés pour analyser les différentes mutations économiques locales et internationales. Les centres professionnels se dotent d'outils adéquats à la bonne formation des apprenants. Le ministère de l'Enseignement technique vient de réceptionner du matériel pédagogique neuf, des équipements offerts par des entreprises partenaires. Le reportage de Jean-Marc Diadji. Au centre de perfectionnement au métier de l'automobile, l'ambiance est conviviale. 3 moteurs d'automobile de dernière génération et une boîte à vitesse répondant aux exigences des technologies sont offerts aux établissements de formation professionnelle. Donateurs, ces 2 entreprises partenaires s'engagent à accompagner le ministère dans la promotion du capital humain de qualité. Nous recevons des étudiants que nous embauchons, mais qui sont à des années-lumière en arrière par rapport à la technologie des véhicules que nous recevons à ce jour. Donc aujourd'hui, l'objectif est de réduire le gap entre la qualité de l'enseignement et la technologie actuelle. Le bon diagnostic est indispensable pour la maintenance des véhicules. L'outil que nous offrons là va permettre de rendre encore le technicien plus performant en étudiant ce qu'on appelle les valeurs de fonctionnement en temps réel. Cela représente vraiment une bonne opportunité que nous souhaitons voir se multiplier. Pour le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, ces matériels didactiques viennent combler les besoins liés au déficit d'équipement et au vieillissement des appareils ne répondant plus à une formation de qualité. C'est quelque chose de très important pour les jeunes, avoir les outils modèles pour pouvoir apprendre. Aux enseignants aussi, pour pouvoir faire les formations. Je crois que nous allons poursuivre sur l'instruction du Premier ministre et ses efforts de sorte à équiper progressivement tous les établissements d'enseignement technique et professionnel en outils modernes, de sorte que, comme le souhaite le président de la République, une grande partie des jeunes aujourd'hui puissent aller vers l'apprentissage, vers la formation au métier. Le gouvernement souhaite accroître significativement le taux d'insertion professionnelle des diplômés. À ce titre, des réformes et des projets de réhabilitation de 10 centres techniques sont engagés en vue de réadapter la formation au marché de l'emploi. Et rendons-nous dans le centre-ouest à Saïwa. Le canton Yokolo célèbre ses meilleurs élèves. Ils ont reçu des prix d'excellence décernés pour les encourager à continuer de bien travailler. Devant leurs parents, amis et connaissances, ces apprenants ont été honorés. Le ministre Amédée Kouakou exhorte à continuer sur cette voie du succès. Les détails avec Elie Goré. Ces mères de famille heureuses peuvent esquisser des pas de danse pour montrer leur joie. Elles sont fières de leurs enfants, des enfants qui sont à l'honneur aujourd'hui pour leurs excellents résultats. La concentration et le sérieux leur ont permis d'être au-dessus de la mêlée. Ces élèves de la 6e à la terminale ont mis la joie dans cette localité. Ces petits génies se sont distingués au cours de l'année 2020-2021. Ce sont les premiers de classe du CP1 à la terminale avec des moyennes allant au-delà de 14. Sur près de 35 000 élèves au collège comme au primaire, nous célébrons 8 lauréats qui ont été les meilleurs au CEP, au BEPC et les 2 bacs. Et c'est pour les encourager à continuer le travail cette année qu'ils ont été félicités par le ministre Amédée Kouakou, parrain de l'événement, qui avant d'entamer son discours a fait une démonstration scientifique. Les élèves de terminale C, vous savez ce qu'on appelle la fonction logarithme népérien. Quand vous prenez des fonctions, une fonction quelconque, vous la dérivez. Si vous prenez x carré, on va dire si vous la dérivez, ça donne 1 demi de x. Bon, on va vous dire qu'est-ce qu'on a dérivé pour donner x carré. Vous prenez ce qui est en haut, vous faites 1 tiers de x au cube. Si vous faites 1 tiers de x au cube, ça vous donne la primitive, ce qu'on a dérivé pour trouver x carré. Amédée Kouakou en a profité pour donner des conseils au corps enseignant et aux élèves pour la bonne marche de l'éducation nationale à Saïwa. Moi-même, je suis enseignant. Quand moi j'enseigne les enfants, s'ils ont des mauvaises notes, moi-même professeur, je me remets en cause. Parce que si j'ai expliqué et puis ils n'ont pas compris, ça veut dire qu'il y a un problème.
Il y a des enseignants, quand les élèves ont des mauvaises notes dans leur matière, ils sont contents. Mais vous les élèves, il faut étudier, il faut respecter vos enseignants. Mais maintenant, il y a certains qui ne respectent pas les enseignants. Si tu ne respectes pas ton professeur, comment tu peux apprendre? Vous devez savoir que vous devez étudier. Cette cérémonie de distinction des meilleurs élèves de Yokolo a été possible grâce à une association de jeunes qui œuvre pour le développement de la région. Cette cérémonie de distinction est à sa première édition. Et dans le centre du pays, le ministre Souleymane Diarra Souba inaugure des infrastructures socio-éducatives à Zambakro. Les droits coutumiers purgés, les fonds recueillis ont servi à réaliser ces projets d'un coût de 400 millions de francs CFA. La zone industrielle de Yamoussoukro contribuera au développement de la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Kwadio Kwame. Zambakro, village de la commune de Yamoussoukro, va abriter la zone industrielle de la capitale politique de la Côte d'Ivoire. La livraison de plusieurs infrastructures socio-éducatives réalisées grâce à la purge des droits coutumiers de Zambakro a donné lieu à une très belle fête. Un village modèle pour une gestion moderne engendre ainsi des réalisations d'une valeur de plus de 400 millions de francs CFA. L'éducation, parce que demain, on n'aura plus de terre. Mais si nous avons des cadres, ils peuvent nous venir en aide avec leurs idées, avec leurs moyens. Nous avons reprofilé toutes les rues du village. Nous avons procédé à l'adduction d'eau du nouveau quartier, à l'électrification de ce nouveau quartier, permis de rendre plus viable le centre de santé. Demain, il faudrait que nos enfants sachent que les anciens ont pu faire quelque chose. Donc, pour pouvoir laisser des traces. Pour le ministre du Commerce et de l'Industrie, la Côte d'Ivoire respecte ses engagements afin d'améliorer les conditions de vie des populations de Zambakro. Conformément à nos engagements, sur 3 ans, de 2018 à 2021, payer aux populations de Aspesekro et de Zambakro sur 250 hectares, 3 750 milliards. Et les populations propriétaires terriens, également les chefs de Zambakro, ont pris la décision de réinvestir une partie de ce fonds en pensant aux générations futures. Les terres cédées pour la création de la zone industrielle permettront le développement de Yamoussoukro. À Yamoussoukro, on transforme maintenant tout ce qui concerne la noix de cajou et d'autres produits et il y a de l'emploi qui se crée. La zone industrielle de la capitale politique de la Côte d'Ivoire est d'une superficie de 750 hectares. Le développement dans le centre, mais ce sont aussi toutes les localités du pays qui en bénéficient. Dans la région du Hambol, le développement est lancé et se poursuit. Des actions mises en œuvre à travers la politique de développement du président de la République. Les élus, cadres et populations ont traduit leur reconnaissance au chef de l'État ce samedi. Une journée d'hommage avec une forte mobilisation tenue à Katiola. On le voit dans ce reportage de Kader Sogodougou. Katiola, des populations venues de Dabakala, de Niakaramandougou, de Tafiri, de Badika, de Tortilla, de toute la région du Hambol, avec un seul objectif, témoigner leur reconnaissance à travers une journée d'hommage au premier des Ivoiriens, Alassane Ouattara, le président de la République. La région du Hambol, sous sa gouvernance, a connu une révolution positive. Écoles, centres de santé, adduction en eau potable, promotion des cadres, électrification de 30% en 2011 à plus de 90% aujourd'hui. Et ce n'est pas tout. Traduisez nos remerciements et transmettez-lui nos remerciements pour avoir démarré les travaux de bitumage des l'axe Boaké, Satamasokora, Satamasokoro, Bassawa. Oui, en le Hambol, comme je l'ai dit, en 2019, nous aimons et nous mangeons au goudron. Merci à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Merci à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour avoir réhabilité la A3 pour plus de 197 milliards de francs CFA. Oui, à la traversée de Katiola, de Niakara, de Taféré, de Badika, vous êtes admiratif de ce qu'est devenue la région du Hambol. Les membres du gouvernement originaires du Hambol ont tenu à rappeler le vent frais et apaisant qui souffle sur la région grâce au président de la République. Nous sommes effectivement réunis pour un devoir de mémoire. Mémoire d'acte de développement majeur de notre région du Hambol. Ce développement a été conçu
initié et mis en œuvre par un homme d'exception, un homme providentiel. J'ai nommé son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Depuis la célébration de la fête tournante de l'indépendance à Katiola en 1979, il y a donc 42 ans, de tels investissements n'ont été réalisés dans le handball. Comme chacune et chacun le sait, l'histoire est parfois injuste, voire cruelle. C'est pourquoi nous manquerons à notre devoir si nous ne défendons pas le bilan du président Alassane Ouattara, qui rend si fier la grande majorité des Ivoiriens, y compris nous qui sommes rassemblés ici à Katiola. Il est le parrain et représente également le patron de cette cérémonie, Patrick Hachi. Téné Birahima Ouattara, ministre d'État, ministre de la Défense, félicite la population du Hambol pour cette attention particulière accordée au chef de l'État. C'est de dire un grand merci à toute la région du Hambol pour cet hommage rendu au président de la République. Je voudrais profiter de votre micro pour féliciter les ministres Ali Koulibaly, Thomas Kamara et toutes les populations du Hambol pour cette journée exceptionnelle. Vous avez vu la mobilisation, une mobilisation qui n'a pas pour nom donc parti politique, mais qui a plutôt pour nom développement. Était aux côtés des populations du Hambol pour cet hommage, le président du Sénat, Jeannot Ahoussou Kouadio, les ministres Kabaniale, Amadou Koulibaly, Jean-Claude Oukwasi et le directeur exécutif du RHDP, le député Adaman Bictogo. Et plusieurs membres du gouvernement, comme on vient de le voir, élus cadres et population de Katiola ce samedi pour rendre hommage au président de la République. Je vous propose de voir quelques réactions. Nous avons tous constaté aujourd'hui une mobilisation exceptionnelle des populations des départements d'Abakala, de Niakara et de Katiola. Cela traduit la reconnaissance à toutes les actions de développement, toutes les actions concrètes qui ont été posées par le président de la République pour améliorer le quotidien des populations de la région du Hambol. Je suis émerveillé pour savoir que la Côte d'Ivoire a le développement partout grâce à Alassane Ouattara. C'est une merveille et elle mérite d'être protégée, cette merveille. Et nous pouvons dire que toute la Côte d'Ivoire est contente d'Alassane Ouattara. Il a fallu que derrière les ministres Thomas Kamara et Ali Koulibaly, nous nous mobilisions tous comme un seul homme pour dire merci au président de la République parce que les faits dont il est question, les chiffres qui ont été donnés en termes d'investissement dans le Hambol sont factuels. Ils sont palpables. Aujourd'hui, nous pensons que notre région a fait un bond qualitatif vers l'émergence et cela grâce au président Alassane Ouattara depuis 2011. Il s'agit pour nous de réaffirmer notre reconnaissance au président de la République qui a beaucoup fait pour notre région. Vous êtes sans ignorer que le président Ouattara, c'est grâce à lui que la quasi-totalité de nos localités sont aujourd'hui électrifiées. Vous êtes sans ignorer que c'est grâce au président Alassane Ouattara que nous avons aujourd'hui, grâce à lui et grâce à Dieu, le démarrage du bitumage de l'axe Satama-Boaké. C'est grâce à lui que nous parlons aujourd'hui de pas mal d'infrastructures dans notre région. Le Hambol a bénéficié de beaucoup sur le plan du développement, en matière d'hydraulique, en matière d'électricité, en matière d'éducation. Tous les secteurs d'activité ont connu donc des progressions et en cela, je pense que le peu que le Hambol pouvait faire, c'est de lui rendre hommage. Mais comme vous le savez, nous sommes des hommes, nous sommes jamais satisfaits totalement. Nous demandons toujours au président de la République de nous apporter encore plus. Le CNDH a commémoré la journée africaine des droits de l'homme. La présidente de l'institution en a profité pour présenter un livre conçu pour l'occasion. Cette célébration a vu la participation de plusieurs diplomates accrédités en Côte d'Ivoire. Jean-Marc Djadji. Le Conseil national des droits de l'homme, CNDH, célèbre cette journée autour du thème « Les droits de l'homme en Afrique, 40 ans après l'adoption de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples ». L'objectif général de cette célébration
est de vulgariser les mécanismes africains de promotion et de protection des droits de l'homme à travers l'édition d'un document. Depuis 1989, l'Assemblée générale de l'Union africaine a adopté, lors de sa 51e session ordinaire tenue à Benghazi, en Libye, une résolution qui consacre le 21 octobre de chaque année à la Journée africaine des droits de l'homme et des peuples. L'Union africaine célèbre tous les ans de cette journée, marquant ainsi son attachement aux principes et aux valeurs des droits de l'homme, mais surtout à la volonté de faire bouger les lignes en termes de respect de ses engagements. Les mécanismes africains de promotion et de protection des droits de l'homme est le titre de l'ouvrage du CNDH conçu pour l'événement. La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, CADHP, adoptée le 27 juin 1981 à Nairobi, au Kenya, lors de la 18e conférence de l'Organisation de l'Unité africaine OUA, est entrée en vigueur le 21 octobre 1986, après ratification de la Charte par 25 États. Dans le reste de l'actualité, une délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies à Bamako depuis ce samedi. Une visite officielle de 2 jours qui s'inscrit dans le cadre des consultations régulières entre le gouvernement malien et l'ONU depuis la création de la MINUSMA en 2013. Mais cette visite survient dans un contexte très tendu. Bamako croise le fer avec ses partenaires internationaux sur l'éventualité d'un contrat avec une société russe, le groupe Wagner. Et il y a surtout l'éventuel allongement de la période de transition. Les autorités se sont engagées sur une période de 18 mois, mais envisagent à présent de repousser l'échéance prévue. Et il ne nous reste plus qu'à honorer ce rendez-vous des samedis soirs. Nous sommes à présent au cœur de l'actualité culturelle. Cette actualité culturelle qui nous conduit au Burkina Faso, cérémonie de clôture de la 27e édition du FESPACO au Palais des Sports de Ouaga 2000 en présence du président du Faso et de son homologue sénégalais Macky Sall. Le Sénégal qui était pays invité d'honneur à cette fête du 7e art. Rideau donc sur cette biennale du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Plus de 200 films projetés dont une dizaine en compétition pour le Grand Prix. Les réalisateurs ivoiriens Joël Richemont et Mathieu Akafou ont obtenu un prix dans la catégorie film documentaire avec leur production intitulée La Traversée. Le film ivoirien La Nuit des Rois décroche le prix du meilleur décor. L'étalon d'or du Yenanga revient cette année à La Femme du Fossoyeur, un film du réalisateur Kader Ahmed de la Somalie. Le FESPACO 2023 aura lieu du 25 février au 4 mars. Et notre invité de la page culture prépare actuellement un cap option professeur de lettres à l'école normale supérieure, passionné d'écriture, Le Triomphe de l'Outsider. Son premier roman, on vous retrouve, Ismaël Dali. Rebonsoir. Alors, quelle histoire rocambolesque, quelle histoire fabuleuse, partir de rien et s'imposer dans la société. Alors, d'abord, on va regarder ce qu'en pensent Serge Pacom Didi et Franck Quadio et on se retrouve juste après. Un roman dédié à l'humain et à son affirmation sociale, le triomphe de l'outsider ou comment être celui auquel l'on ne s'attend pas. L'œuvre d'Ismaël Dali parle de développement personnel. Il retrace l'histoire d'un jeune vigile qui gravira les échelons avec hardiesse et volonté. L'auteur, dans l'onomastique du nom du personnage principal, écrit à dessein. Bossagnon, c'est l'équivalent de sauveur en langue agodier de Fresco, peuple du Sud ivoirien. 152 pages écrites dans un style délié, l'auteur y transpose son amour des lettres, lui qui est passionné d'écriture, de leadership et de développement personnel. Alors, le triomphe de l'outsider, Ismaël Dali, on va commencer par le début. Qu'est-ce que Bossagnon a souffert de ses railleries en CP1, lui qui avait pratiquement le double de ses enfants qui étaient à l'école à cette époque, parce qu'il n'est pas allé très tôt à l'école, lui, Bossagnon. Mais le plus heureux, c'était son père, quand il a obtenu son CPE, major de l'établissement, son père qui a dit que son fils lui avait donné une partie de sa dignité. Mais que pensaient les autres villageois qui se moquaient à l'époque de ce vieillard qui était encore à l'école primaire à cet âge? Oui, effectivement. Bossagnon, comme vous l'avez si bien dit, était dans une classe où il était le plus âgé. Et cela était pour lui une motivation. Il était
gagné par cette volonté-là de vite faire, comme on le dit, pour pouvoir rattraper tout ce retard-là. Et c'est ce qui l'a amené à doubler, tripler d'ardeur pour être major de l'entrée en 6e. Il avait un peu plus de 10 ans quand il allait Tout pour à la fait. première fois à l'école. Oui, il avait un peu plus de 10 ans, vu que les moyens financiers faisaient défaut et tout. Donc, il était avec des gosses, comme on le dit, de 5 à 6 ans. Et pour lui, c'était le prix à payer. Et il fallait aussi vite faire pour rattraper le temps perdu. Alors, il y avait ces difficultés qui se sont enchaînées quand il part au collège. Son père qui ne s'en sort plus parce que la plantation, principal revenu des parents fumés. Il est ensuite décédé. Bossagnon, qui est en ce moment-là au collège, Adi Prenda, va revenir pour les obsèques, retourner ensuite en ville le samedi. Retour en classe de composition le mardi. Il y arrive, il passe. C'est un succès jusque-là qu'il enchaîne, mais dans la douleur. Oui. Ce qui est plus intéressant ici, il faut déjà faire remarquer que déjà, il est allé à l'école très, très en retard. Il rattrape le retard avec l'entrée en 6e et tout. Et où il pensait que les choses allaient de mieux en mieux, voilà que le malheur revient encore à la charge. Il perd son père qui ne s'est pas en sorti suite à la plantation qui est partie en fumée. Et les difficultés reviennent encore. Et là, après l'obtention de son BEPC, il a si bien dit, pour lui c'était pour honorer la mémoire de son père. Il fallait à tout prix avoir le BEPC. Ce n'était pas évident parce que l'échéance... Oui, ce n'était pas évident parce qu'on était à une semaine de l'examen. Son père décède et tout, et dans une semaine, il retourne au village pour les funérailles. Et les larmes n'étaient pas encore séchées, il était obligé de revenir parce qu'il a si bien dit... Le mardi, il a si bien dit qu'il ne voulait pas laisser le malheur encore, ou bien la situation encore s'empirer, ou bien être victime encore une deuxième fois. Alors, quand il finit cette étape, oncle Ben, le nouveau leader de la famille, envoie ses propres enfants à lui, à l'école, et dit à Bossagnon, non, on a des problèmes financiers, viens avec moi, tu feras une année blanche, on va aller au village, on va aller à la plantation, on va travailler ensemble, et puis l'année suivante, tu vas reprendre les cours au lycée d'excellence, donc au secondaire. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que Bossagnon s'est laissé aussi facilement manipuler par oncle Ben, qui visiblement n'était pas bien intentionné. Oui, Bossagnon, qui a la quinzaine, Ben a pris l'engagement devant toute la famille d'être le nouveau père entre griffes et il a montré ses intentions qui étaient positives. Voilà, positives d'assurer les études. Parce qu'après le BEPC, il a été orienté au lycée d'excellence de la capitale. Parce qu'il avait de très bonnes notes. Très bonnes notes. Il est parti des majors de la région. Major de la région. Et il est rassuré que l'oncle va vraiment payer ses études. Parce que la plantation et tout ça, ça allait mieux. Ça allait mieux. Et oncle Ben, qui, je veux dire, permet à ses enfants de retourner à l'école. Et justement, il ne le fera pas, il ne va pas tenir cette promesse. Mais finalement, Bossagnon va se retrouver dans la capitale, qui est Grebeko, et il y aura donc cette main de Dieu, et surtout ces troïkas qui l'a aidé, notamment le député Naba. Effectivement, Bossagnon était obligé de partir de la famille parce que l'oncle n'a pas tenu sa promesse. D'ailleurs, l'oncle a pris l'argent de toute cette souffrance-là pour se faire un mariage. Oui. Un mariage princier. Tout à fait. Et il lui a même dit que tu ne retourneras plus à la plantation, mais je compte ouvrir un magasin de gaz que tu vas vendre. Et il s'est dit que je me suis laissé manipuler pour une première fois. Je ne me laisserai pas manipuler encore pour une deuxième fois. Il va partir à Grebeko, où il va rejoindre son ami Nielfan. Avec Nielfan, ils vont à Abidjan. Et grâce au petit métier, il était vigile quelque part. Il rencontre le député Naba, qui finalement l'adopte. Oui. Ce qu'il faut remarquer, c'est qu'il travaille déjà sur les chantiers. Et c'est étant sur les chantiers qu'il rencontre M. Naba, où M. Naba demande à ce qu'il soit vigile, veilleur de nuit chez lui. Et c'est étant là-bas qu'il permet aux enfants de M. Naba qui avaient des soucis de Olivia et sa sœur. Olivia et sa sœur qui avaient des soucis de français. Il apporte son aide
Et les filles ont du bonnes notes. Elles font 15 et 16. 15 et 16, elles font le rapport au père. Et le père qui dit, mais attends, qui cherche à comprendre la vie de Nielfan. De Bossagnon. De Bossagnon, je veux dire. Et il décide d'aider Bossagnon en lui demandant de reprendre les études au lycée d'excellence. Il reprend les études. Et ce qui a été fait. Ce qui a été fait. Jusqu'à ce qu'il parte en Amado, un pays développé, où il obtient donc ses diplômes, etc. Après, il revient, il est chef de cabinet, il est nommé ministre. On va raccourcir l'histoire, malheureusement, parce que le temps court très vite. Je pense que la suite, c'est peut-être d'inviter les uns les autres à lire cet ouvrage qui, au-delà de la littérature, au-delà du fait culturel, c'est vraiment un ouvrage de développement personnel. C'est un ouvrage de développement personnel. Oui. C'est une invite à repousser ses limites pour aller un peu plus loin. Repousser ses limites, dire que tout n'est pas perdu d'avance et qu'il faut travailler et que Dieu est dans l'action et qu'il faut être optimiste et positif. Merci beaucoup Ismaël Dali. Le triomphe de l'Outsider, en tout cas, que je recommande de lire. C'est un véritable régal. Oui, je l'ai lu avec beaucoup de plaisir. Merci d'être passé sur ce plateau. Vous étiez l'invité de la page culture. Et voilà qui met un terme à ce journal. Retour de l'actualité à 23h. Merci donc d'avoir suivi ce journal. Ce soir, le sage nous apprend justement que le succès devient plus éclatant lorsque absolument rien ne s'y prête. Dieu le voulant, on se retrouve demain.